Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. L'Hebdo qui cette semaine va s'amuser tout ce week-end au festival Jeux et compagnie qui se déroule au centre des congrès à Épinal. On peut jouer à tout âge et il y a ici une multitude de jeux. On les découvre tout de suite. Voilà, on se retrouve au cœur du centre des congrès d'Épinal pour ce festival Jeux et compagnie. Je suis là avec Mathieu Lanvin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le trésorier adjoint de l'association Place aux Jeux qui organise ce festival Jeux et compagnie. On va se promener un petit peu ensemble dans les allées. Vous allez déjà m'expliquer pourquoi un festival sur le jeu. Eh bien tout simplement, le jeu est d'un vecteur de rencontres humaines, de rencontres sociales. Donc on est parti de 3 associations, Épinal JCC qui s'occupe plus des jeux de cartes. On a la ludothèque des familles, de l'association des familles d'Épinal, donc qui est plus axée sur le secteur enfance. Et donc Place aux Jeux qui fait de l'événementiel autour des jeux de société pour pallier un peu avec tous les jeux de plateau, les jeux en bois, ce genre de choses. Alors donc, justement, quel genre de jeux on trouve ici à ce festival? Est-ce qu'on trouve tous les jeux? Alors on trouve énormément de jeux. Donc on a 8 grands espaces dédiés à 8 catégories de jeux. Donc on a l'espace enfant, qu'on visitera tout à l'heure. Ici, là, nous arrivons sur la grosse zone jeux de plateau, avec donc des jeux familiaux, des jeux d'ambiance, des jeux abstraits, de stratégie, et des gros jeux. Donc les jeux pour... le jeu n'est pas que pour les enfants, bien entendu. Donc des gros jeux de gestion, de programmation pour les adultes. Alors, est-ce que ce sont des jeux qu'on connaît? Est-ce qu'il y a les jeux habituels? On va citer, je ne sais pas si on a le droit de dire des noms comme le Monopoly, le Cluedo, tous ces jeux-là. Ou bien est-ce que ce sont d'autres jeux? Alors en fait, le Monopoly, le Scrabble et ce genre de jeux sont un peu les ancêtres des jeux qui se font à l'heure actuelle. Donc on a un héritage avec beaucoup de jeux qui se créent ces dernières années, avec beaucoup de mécanismes originaux qui sont un peu les héritiers du coup. Mais on ne va pas forcément retrouver des choses qu'on connaît. C'est d'ailleurs le but du jeu. Donc c'est d'ailleurs les règles effectivement de ce festival, c'est de découvrir des jeux anciens ou des jeux méconnus ou des tout nouveaux jeux. Des tout nouveaux jeux, exactement. C'est l'idée, le partage, la découverte, le plaisir, la rencontre. Et on a des individus hauts en couleur qui sont là, qui sont fanats de jeux de société. C'est vraiment un phénomène justement, le jeu de société. Est-ce que comment on lutte la concurrence face aux fameux jeux vidéo dont on dit qu'effectivement ils sont particulièrement pratiqués aujourd'hui? Alors, j'ai souvent tendance à dire que le jeu de société à l'heure actuelle est en train de vivre un grand boom. L'industrie du jeu de société s'est jamais aussi bien portée. On peut estimer que chaque année, il y a 600 nouveaux jeux qui se créent, minimum. Donc vraiment une industrie, un milieu qui va très bien. Et l'intérêt du jeu, on va acheter un jeu à 30 €, admettons. On va pouvoir y jouer pendant des heures, passer des soirées, un moment ensemble. Avec les temps qui courent et le pouvoir d'achat qui est un peu morose, on en arrive à des sorties qui coûtent cher pour une ponctualité, alors que le jeu de société, on le ressort. Dans 20 ans, on le sortira encore. Alors là, par exemple, ce jeu, vous le connaissez, ce jeu auquel jouent ces personnes hein? Oui, voilà. Là, on est justement dans les jeux que j'expliquais tout à l'heure de stratégie, de gestion. Donc là, les différents joueurs vont placer leurs ouvriers pour récolter du bois, de la pierre, des cristaux, pour construire différents bâtiments et construire une ville. Selon les types de bâtiments, ils vont marquer plus ou moins de points, ils vont avoir des personnages qui travaillent dans ces bâtiments et qui vont leur apporter des pouvoirs spéciaux. On va leur demander à ces personnes, bonjour monsieur. Bonjour. Alors dites-moi, quel est ce jeu? C'est la première fois que vous jouez ou vous avez l'habitude? J'ai un tout petit peu l'habitude de jouer. Donc ce jeu c'est Hauteville, qui vient de sortir en 2012, donc c'est pas si vieux que ça, puisque 2012 n'était pas loin. Et c'est un jeu de construction tout simplement. Et là j'initie justement de personnes qui ne connaissent pas ce jeu-là à un principe de jeu, une mécanique de jeu, pour pouvoir faire plus tard un concours de ce jeu-là, grâce à Mathieu qui est ici présent. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre de jeu de société à l'heure des jeux vidéo aujourd'hui? À l'heure des jeux vidéo, mais j'ai passé des jeux vidéo moi, vu mon book, mais... Non, qu'est-ce qui nous plaît déjà? C'est une interaction entre joueurs, hein, que dans le jeu vidéo nous n'en avons pas. Et puis également un plaisir de construction et un plaisir d'apprendre une nouvelle mécanique. C'est surtout ce qui me plaît le plus. Vous voyez derrière, là, ça, il y a de l'animation derrière. Une très forte animation de gamins qui doivent faire des bruits apparemment, mais je ne connais pas ce genre de jeu-là. Voilà.
En tout cas, merci de votre contribution, puis bonne fin de partie. Merci. On le voit, Mathieu, effectivement, il y a beaucoup d'animations, on joue en famille, c'est ça l'intérêt du jeu, entre guillemets, de société, c'est qu'on joue à plusieurs, voilà. On n'est pas isolé devant son écran. Hein. Exactement, c'est un lien intergénérationnel, du lien humain, du lien social, des liens familiaux, il y a vraiment beaucoup de qualité dans les jeux de société, mais il y en a aussi dans les jeux vidéo. Hein. Est-ce que vous m'avez dit le nombre de jeux qu'on peut trouver ici sur ce festival? On en a une multitude. Rien que sous cette tonnelle que vous voyez à gauche, on a au moins 300 jeux, tous différents. D'accord. Donc après, sur le reste du festival, sur les autres espaces de plateau, je pense qu'on peut atteindre facilement du 800, 900 jeux différents. Bien, écoutez, en tout cas, merci Mathieu pour ces premières précisions. Justement, vous me disiez une foultitude de jeux ici au festival. Alors, comment naît l'idée d'un jeu dans la tête d'un créateur? Et que devient cette idée? Moi, je vous propose de faire une première pause avec ce reportage. Et on se retrouve juste après. Merci. Voilà, t'as pas réussi à kidnapper une princesse. Il est spinalien à 33 ans, est éducateur sportif et animateur multimédia et a l'esprit fécond en termes d'invention de nouveaux jeux de société. Son nom, c'est écrit dessus, Nicolas Seghetto, qui a eu la révélation il y a 1 an maintenant. Je me suis retrouvé ici par hasard à la première édition et que ça a énormément marché et que j'ai eu pas mal de contacts par la suite et on m'a invité sur d'autres festivals. 3 jeux de Nicolas sont présentés cette année à Épinal. Banc d'essai de l'un de ses prototypes, un jeu de cartes avec cette classe d'étoiles. Alors, Perrine? Comment il est ce jeu? Il est cool. Explique-moi là en quelques mots. Ben, c'est un jeu de hasard, faut avoir de la chance. Vous avez le droit de parler. Qu'est-ce que c'est que cette carte là? Ben, c'est un... c'est un archer. Et alors, c'est bien? Bah, il a 1 point d'attaque. Bah, là, le roi peut le battre. Le bouffon. Mais le bouffon, il a 0 point d'attaque, mais pourtant il peut battre le roi parce qu'il a un pouvoir. Et donc tout le monde est mort. J'ai rien compris, mais ça doit être bien. C'est parti, on retourne. Alors, ah bah la princesse, elle va faire 3 bisous déjà. Fantaisie, hein, je pense que ça cartonne en ce moment. Oui, beaucoup. Avec les princesses, les crapauds qui doivent embrasser les princesses pour se transformer en princes. Les filles sur lesquelles il ne faut pas taper, qui ne peuvent pas mourir parce qu'on ne tape pas sur les filles. Donc quelques petits détails comme ça qui sont plaisants pour les enfants. Ça se passe comment la création là? Vous êtes dans votre baignoire, vous dites tiens, Eureka? Oui, des fois oui. Des fois ça se passe comme ça, on se réveille et puis hop, on a une idée. Sinon c'est beaucoup de travail, beaucoup d'idées qui n'aboutissent pas. Un très long parcours entre le processus de création et la mise sur le marché. Nicolas Seghetto en est là. Ces 3 prototypes doivent désormais convaincre les éditeurs avant de tomber d'accord sur une version finale du produit. Des dessinateurs japonais de manga ont été contactés pour le graphisme. Puis, si tout va bien, viendra la phase de fabrication. Bref, encore 1 an ou 2 de labeur et de négociation avant d'espérer voir l'un de ces jeux en vente chez les professionnels. Nicolas y croit, tout comme à la pérennité des jeux de société face à l'invasion des jeux vidéo. C'est l'essence même de ce salon qui aura permis, rien que ce vendredi, à près de 1000 scolaires des Vosges centrales, de s'essayer à une kyrielle de jeux. Voilà, on se retrouve ici au cœur du centre des congrès du festival Jeux et compagnie, à la découverte d'un nouvel espace de ce festival, en compagnie de Claude ou de Tonton Claude, si je peux me permettre. Bonjour. Bonjour, oui, Tonton Claude, oui. Vous êtes animateur dans une ludothèque. Oui, je suis l'animateur responsable de la ludothèque d'Épinal, de l'association des familles d'Épinal. Voilà. Alors, on va aller se balader un petit peu, on va longer un petit peu cet espace. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Hein, ça doit être super pour vous. Oui, oui. Alors, dites-moi déjà, une ludothèque, c'est quoi? Alors ça dépend, hein. Toutes les ludothèques ne fonctionnent pas de la même façon. Ce que je peux dire, c'est d'abord un espace où on peut découvrir de nouveaux jeux, où il y a des animateurs qui sont là pour vous expliquer les principes, les règles des jeux. Alors après, il y a des ludothèques qui font que du jeu sur place, d'autres qui font du jeu et de la location. Voilà. Est-ce qu'on va dans une ludothèque, on peut y aller, il y en a plusieurs dans le département, et comment on y va d'ailleurs? C'est gratuit ce genre d'établissement? Alors cela dépend aussi, hein. Ça peut être une ludothèque municipale ou une ludothèque associative, et alors là, chaque ludothèque ont un système de fonctionnement différent. Voilà. Alors, vous êtes animateur dans une ludothèque, ça veut dire que vous passez votre vie
à vous amuser ou en tout cas à apprendre aux autres à s'amuser intelligemment? Intelligemment, je ne sais pas, mais de toute façon, tout jeu, on dit des fois les jeux pédagogiques, mais c'est une redondance parce que tout jeu est pédagogique. On apprend toujours quelque chose avec un jeu. Alors on va essayer d'entrer tout doucement dans cet espace des plus jeunes dédié aux tout petits. Alors toutes sortes de jeux, qu'est-ce qu'on trouve ici sur cet espace enfant? Alors là, donc ici, on a donc un espace qui nous a été prêté par la Grande Récré, qui est donc un espace toboggan, maison, que les enfants aiment beaucoup parce que c'est à leur taille. Ils sont dans une maison, dans leur domaine. On a un espace qui est derrière, qu'on a vu tout à l'heure, qui est Capla, qui est animé donc par la ludothèque de Remiremont. Et après, on a un espace plutôt jeux de société, on va dire, des jeux avec des règles animés par 3 autres ludothèques, celle de Gérardmer, Remiremont, Saint-Dié. Et nous, ludothèque d'Épinal, pour aujourd'hui, on s'occupe que vraiment de la toute petite enfance, les tout petits, les moins de 3 ans, avec toutes sortes de jouets. C'est plus du jouet que du jeu. Alors là, par exemple, on va décrire un petit peu ce qu'est en train de filmer Frédéric, un peu difficilement parfois parce que c'est pas très évident. Alors, c'est quoi ce genre de jeu? C'est des jeux à la fois de construction? Oui, alors c'est des jeux de construction. Comme vous voyez là, c'est très intéressant parce qu'il y a de la quantité. Il faut savoir, pour qu'un jeu de construction soit intéressant pour l'enfant et l'adulte, il faut 2 choses. 1, de la quantité et 2, de l'apprentissage. Parce que quand on n'en a pas beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Et dès qu'on en a beaucoup, comme là, à la ludothèque de Remiremont, ils ont beaucoup investi dans les jeux de construction, on peut faire des choses vraiment très très grandes. Et là, le parent ou l'adulte qui joue avec l'enfant va pouvoir jouer avec lui montrer, parce qu'il y a une phase d'apprentissage. Même du Lego, il y a souvent une part d'apprentissage, bien que des enfants sachent tout de suite, ils regardent le jeu, ils savent jouer, ils savent construire, mais pas tous. Alors on va essayer de se frayer un chemin au milieu de tous ces petits-enfants en évitant de les écraser, si possible. Et pour Frédéric, c'est pas simple non plus. Donc chaque jeu a quand même un but. Est-ce qu'au départ, quand même pour les plus petits, le but premier, c'est pas simplement de s'amuser? S'amuser, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, même quand l'enfant ne fait rien, il apprend quelque chose. Il est en train, toute l'enfance, c'est un passage d'apprentissage. Donc même quand on a l'impression que l'enfant ne fait que jouer, il apprend quelque chose. Des fois, on ne sait pas quoi, mais il est en train d'apprendre quelque chose. Après, quand on commence à analyser, qu'on prend du recul, qu'on lit des auteurs comme Winnicott, qui a beaucoup travaillé, ou Piaget, qui ont beaucoup travaillé sur le jeu, on arrive à analyser qu'est-ce qu'il apprend. Mais après tout, il est en train d'apprendre quelque chose. Quoi? Voilà. Est-ce que par exemple sur ce genre de jeu qu'on voit ici, c'est pas un retour aux origines avec des jouets tout simples en bois? J'ai déjà posé la question à l'invité précédent, face aux jeux vidéo aujourd'hui qui ont tout envahi. On nous dit que ce sont les jeux parfaits qui développent l'intelligence, l'interactivité dès le plus jeune âge. Et là, on voit que ces enfants et ces parents s'amusent avec simplement 2 bouts de bois. Voilà. Ben voilà. Moi, ce que je vais dire, la différence, je ne vais pas critiquer le jeu vidéo en lui-même ou les jeux, mais tous les jeux vidéo, il y a un écran. Quand il y a un écran, pour moi, c'est un masque. Voilà. Lorsque là, on est obligé de faire avec. Voilà, parce que même si on joue avec l'enfant aux jeux vidéo, il y a toujours l'écran qui nous sépare. Lorsque là, on est vraiment en interaction, on fait avec. Et de préférence, c'est bien quand les parents sont avec leurs enfants. Pour tous les jeux de construction, c'est l'idéal. En tout cas, merci. Pour moi, en tout cas, pour moi. Merci Claude. Et donc, on incite les parents et les enfants à aller dans les ludothèques ensemble. Voilà, pour venir jouer, découvrir les nouveaux jeux. Parce que tous les ans, il y a des centaines, des milliers de nouveaux jeux. Et on découvre un nouveau monde. Voilà. Merci à vous. On va quitter momentanément le festival Jeux et compagnie pour un autre univers, celui des cultures asiatiques. Il y a eu sur Épinal le festival Senyu. On regarde de quoi il s'agit et on se retrouve après ici au festival Jeux et compagnie. Le week-end dernier, il était en effet déjà question de jeux ici au centre des congrès d'Épinal. En marge des Sibériades se tenait la première édition du festival Senyu. Festival, le terme exact est convention, autour des cultures asiatiques, japonaises en premier lieu. Vous connaissez bien sûr Mario en jeu vidéo et bien même sans moustache ni salopette, il était possible ici de se mettre dans la peau du petit plombier. C'était rigolo et que c'était bien. J'ai vu que c'était bien. Bon, heureusement que maman était là pour t'aider un petit peu. Oui. C'est vraiment familial pour les enfants, pour les adultes. Non, vraiment, j'incite tout le monde à venir, vraiment.
L'autre événement du festival Senyu, c'était le défilé de cosplay, ou comment ici également imiter son personnage préféré, personnage de jeux vidéo ou de série manga. La particularité du personnage, c'est que c'est un garçon qui s'habille en fille. Donc normalement, je suis censée être un garçon, mais ce qui n'est pas le cas. Pourquoi vous vous prêtez à ce jeu ? C'est déjà c'est un peu le fait de garder une part d'enfance, de savoir s'amuser, se déguiser, et s'éloigner un peu du quotidien. Oh, je fais ça pour le fun, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Oh, un peu de confiance en moi parce que d'habitude on stresse et tout ça et voilà quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon costume. J'aime la couture à la base et ça permet de faire des choses en couture qu'on n'aurait pas l'occasion de porter dans la vie de tous les jours. Donc c'est intéressant d'un point de vue technique et puis c'est joli. Sachez enfin que le nom de ce nouveau festival, Senyu, est l'abréviation de Senpai no Yume, en français le rêve des anciens. Un rêve qui, au regard du succès de cette première édition, devrait se poursuivre les prochaines années. Voilà, on se retrouve ici au cœur du centre des congrès pour le deuxième festival Jeux et compagnie. Et je suis avec mon troisième invité, Rémi Marion. Bonjour. Bonjour. Alors Rémi, vous êtes psychologue scolaire. Alors un psychologue scolaire ici, dans ce festival, quel est son rôle ? Tout d'abord, je ne suis pas là en tant que psychologue. Je suis là à titre personnel et en tant que membre de l'association Place aux Jeux. Et en tant surtout que passionné de jeux de société, comme beaucoup. Et avec des enfants qui sont encore plus passionnés que moi. Alors, est-ce qu'on peut se passionner aux jeux de société ? Je peux vous demander votre âge. À tout âge, on peut se passionner encore pour le jeu et c'est nécessaire. Ah oui, de toute façon, avant tout, le jeu, c'est du plaisir et du plaisir partagé en famille, avec des amis et en association aussi, parce que l'association Place aux Jeux permet d'avoir de nombreuses interactions lors de soirées et également dans un café le premier vendredi de chaque mois. Pardon. Alors, le rendez-vous est donné, effectivement. On l'a vu, ce festival, c'est vraiment un lieu de rencontre, de découverte pour les plus jeunes et puis pour leurs parents. Le jeu, c'est essentiel à la construction d'un enfant. Quand on est tout petit, on a besoin de jouer. Je pense notamment aux pays où ils n'ont pas, hélas, toujours la chance, aux pays pauvres où certains enfants n'ont pas la chance de jouer. Est-ce que le jeu aide à se construire une personnalité ? Le jeu, c'est naturel pour l'enfant, ça construit les interactions avec l'autre, ça apprend la frustration, ça apprend la socialisation. Le jeu symbolique, on n'a pas besoin de grand-chose pour jouer. Les enfants déjà très jeunes vont créer, vont imaginer à partir d'objets à qui ils vont donner une fonction. Les enfants ont joué de tout temps et on n'a pas besoin de jeux très élaborés pour jouer. Ensuite, il y a les jeux à règles qui développent les rapports sociaux, qui développent, je disais, la frustration, qui développent la pensée logique et mathématique aussi, les stratégies. C'est un formidable outil et il est à développer vraiment parce qu'aussi il a une connotation, le jeu, qui est dans le plaisir. Et beaucoup d'enfants sont rebutés par exemple par les apprentissages, donc là je reparle par rapport à l'école, et dès lors où il y a une connotation scolaire avec de l'écrit, avec de l'évaluation, ça peut rebuter. Et il y a beaucoup d'enfants qui développent des compétences, des capacités au travers du jeu qu'ils n'ont pas spécialement développées au travers de situations pédagogiques ordinaires. Alors j'ai posé déjà la question tout à l'heure au précédent intervenant. Est-ce que le jeu, c'est pas fait tout simplement pour s'amuser et pas se prendre la tête ou justement faire, comme vous me le dites, des apprentissages de mathématiques, d'histoire ou de géographie ? Mais c'est pas incompatible. En s'amusant, on peut découvrir et apprendre tout le temps. Ça, c'est comme quand vous partez en vacances, que vous allez découvrir un pays, une région. Vous allez faire de l'histoire, vous allez faire de la géographie, tout en étant dans le plaisir de la découverte. Et paradoxalement, les connaissances là vont se fixer de manière peut-être beaucoup plus solide et beaucoup plus concrète. Le jeu, c'est apprendre aussi par l'expérience et par l'échange. Alors la fameuse question, je la pose depuis le début de l'émission. Les jeux vidéo qui ont vraiment envahi tout l'univers, des petits et des grands.
Est-ce que ces jeux sont dangereux ou bien est-ce que c'est l'excès de jeu qui peut nuire à un enfant ou à un adolescent? Alors il ne faut pas diaboliser les jeux vidéo. Maintenant, les jeux vidéo permettent de développer des capacités d'observation, des capacités de réflexe, des capacités aussi de logique et de connaissance. D'ailleurs, certains pédopsychiatres recommandent des jeux vidéo. Mais lors du jeu vidéo, l'enfant est devant un écran et aussi dans du virtuel. Et le problème avec le jeu vidéo, d'une part, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Pas d'interaction humaine, il est tout seul devant son écran, c'est ce que disait le précédent intervenant. Oui, et d'autre part, il y a la notion de temps qui tombe. Et on a souvent des enfants qui vont avoir un côté envahissant des jeux vidéo. C'est-à-dire que ça va leur prendre énormément de temps sur leur journée. Et quand on fait le bilan, ils ont passé beaucoup de temps sur la console, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Et c'est autant de temps qu'ils n'ont pas développé dans des interactions, dans des jeux et aussi dans de l'ennui. Parce que c'est important que les enfants aient aussi des temps pour rêver, pour penser par eux-mêmes, voire pour s'ennuyer un peu. Alors, dernière question, Rémi. Quel est le jeu indispensable que tout le monde, toute famille doit avoir dans son placard? On connaît le Scrabble, le Monopoly, enfin ces jeux traditionnels. Est-ce qu'il y a un jeu qu'on doit tous avoir? Non. Non, il n'y a pas de jeu qu'on doit tous avoir. Et par contre, ce qu'on remarque, c'est que souvent, quand on parle avec les gens des jeux, il y a une représentation très, très réduite des jeux. Certains pensent, ah bah oui, effectivement, le Monopoly, les petits chevaux, les dames, etc. Mais ne se rendent pas compte de la grande diversité de jeux qui existent. Après, c'est suivant les vœux de chacun. Certains vont préférer des jeux de plateau, d'autres des jeux plutôt d'ambiance, d'autres des jeux de cartes. Mais heureusement, il y en a pour tous les goûts. Donc non, certainement pas de jeux de prédilection. Et d'ailleurs, on voit la quantité de jeux qu'il y a ici aujourd'hui. J'allais vous le dire. Merci en tout cas de vos informations. Effectivement, n'hésitez pas à venir à ce festival ici. Vous aurez bien des idées de nouveaux jeux à pratiquer seul ou en famille. On poursuit l'émission avec les infos de la semaine et on se retrouve pour conclure. Merci. Merci. Le compte administratif, la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et surtout la grande question du moment dans toutes les communes, la réforme des rythmes scolaires. Tel était le contenu principal du dernier conseil municipal des Forges à la fin du mois de février. Une commune favorable au départ à l'application dès la rentrée prochaine de la réforme portée par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, mais qui, face aux questions sans réponse du projet, a décidé d'attendre le 28 de ce mois pour trancher. Le maire Yvon Eugé et son équipe ont mis sur pied auparavant une réunion en mairie prévue ce vendredi 22 mars à destination des parents d'élèves, des enseignants et des élus pour que tous les problèmes soient mis sur la table et ainsi permettre que la décision finale soit prise en connaissance de cause. Du côté de Chantraine, la décision en revanche était définitivement prise lundi dernier en conseil municipal. Les rythmes scolaires ne seront pas modifiés en septembre prochain, mais en septembre 2014. Un report motivé par le manque de temps pour bien préparer la nouvelle organisation des 4 journées et demie des 6 classes et 250 écoliers de la commune. Le temps également de budgétiser cette réforme, près de 20 000 € pour Chantraine. Le député maire d'Épinal a rencontré son délégué junior et sa jeune suppléante ainsi que leurs camarades à l'école du 149e mairie. Nathan a été élu pour siéger le 8 juin au 18e Parlement des enfants. À Paris, dans l'hémicycle, il prendra la place de Michel Henrich pour défendre 3 propositions de loi. Parmi toutes celles présentées par les délégués, une aura qui sait la chance d'être retenue par les députés. Voici celle d'Épinal, le port d'un uniforme à l'école pour lutter contre les discriminations, rendre obligatoire une semaine de classe de découverte pour tous les élèves ou bien encore privilégier les classes à un seul niveau avec des effectifs limités. C'est le premier événement de 2013 organisé par l'association des habitants du quartier de Saint-Laurent à Épinal. Récemment, ils étaient une 50aine dans les rues à défiler pour Carnaval pour la 5e année consécutive. Malgré la neige et le froid, d'autres rendez-vous sont prévus pour l'animation du quartier tout au long de l'année, comme le traditionnel vide-grenier qui se tiendra au mois de mai. Et voilà, on va terminer cette émission en s'amusant. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, là, le chamboule-tout, il a une philosophie derrière. Il ne s'agit pas de faire tomber les boîtes. Il a toute une valeur. Il s'agit de détruire le mur de la haine, de l'intolérance et du racisme. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas d'âge.
Et ben voilà, comme quoi n'hésitez pas à venir à ce festival Jeux et compagnie ici à Épinal, c'est jusque dimanche soir 18h et puis également nocturne ce samedi soir jusqu'à 3h du matin pour les passionnés. Merci à vous, merci d'être fidèles à l'émission et à la semaine prochaine.